Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission MNH Mag. Nous sommes très fiers de vous présenter ce premier numéro qui va nous permettre de prendre le pouls des professionnels de la santé dans cette période si singulière. Comment appréhendez-vous la campagne de vaccination? Quels sont vos doutes, vos convictions, alors que nous avançons tous au jour le jour et un peu à l'aveugle depuis maintenant un an? Nous avons recueilli les réponses de certains d'entre vous dans une enquête réalisée par l'IFOP pour la MNH, enquête riche d'enseignements que nous allons développer avec nos 4 invités aujourd'hui. Gérard Vuittepeau, vous êtes le président de la MNH. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez vous, j'ai envie de dire. Merci. Eve Guillaume, vous êtes directrice d'EHPAD à Saint-Ouen et infirmière de formation. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Flora Baumelin, vous êtes directrice d'études à l'IFOP. Bonjour. Vous êtes notre Madame Chiffre. Bonjour, bienvenue à vous. Et que ferait-on ces temps-ci sans la technologie? Grâce à elle, nous sommes avec Michael Galli depuis le CHRU de Strasbourg, dont vous êtes le directeur général. Bonjour Monsieur Galli et merci d'être avec nous également aujourd'hui. Bonjour, merci à vous pour votre accueil. Merci d'avoir trouvé ces minutes précieuses en ce moment pour vous libérer. Alors on évoquera tout à l'heure la nécessaire complémentarité entre médecine de ville et hôpital dans l'entreprise nationale massive et extrêmement urgente de vaccination. On entendra d'ailleurs les témoignages de ces professionnels libéraux bien heureux de pouvoir désormais vacciner depuis le 15 mars pour les pharmaciens et depuis ce week-end à peine pour les infirmières. Mais d'abord, nous allons donc nous attarder sur cette enquête IFOP menée le mois dernier. 6 questions très précises, vous allez voir, posées à plus de 5000 d'entre vous, professionnels de la santé de tout statut et métiers confondus, c'est-à-dire des retraités, des étudiants, des actifs dans les métiers du soin et administratifs et puis des décideurs. Nous avons aussi posé des questions à un panel de Français hors métier de la santé à titre comparatif. Alors, ma première question, elle est pour vous, Flora Baumelin. Vous qui savez faire parler les chiffres, y a-t-il un enseignement majeur que révèle cette enquête? Oui, tout à fait. Je dirais que l'enseignement majeur, c'est que les professionnels de santé, en fait, depuis un an, ils portent sur leurs épaules une responsabilité immense du fait de cette crise du Covid, alors même qu'en fait, ils sont confrontés, comme nous tous et comme l'ensemble des Français, aux incertitudes qui sont liées à cette pandémie. C'est-à-dire que c'est un peu la double peine, quoi. Alors justement, on va voir dans le détail à quel point ça leur pèse notamment. Première question de ce sondage. En tant que professionnel hospitalier, vous sentez-vous une responsabilité particulière envers vos proches par rapport à la lutte contre l'épidémie de Covid-19, concernant donc plusieurs situations évoquées? Alors, quelle est la réponse ? Alors, donc, on a testé en effet plusieurs situations. On parle du rappel du respect des gestes barrières à ses proches, le fait de les informer s'ils montrent des symptômes, le fait de les informer sur la marche à suivre s'ils sont cas contact, etc. Et le chiffre, c'est que 99% des professionnels de santé se sentent une responsabilité vis-à-vis de leurs proches dans au moins une de ces situations. Donc voilà, c'est l'ensemble des professionnels de santé qui est concerné en fait. Ouais, c'est un sentiment de responsabilité extrêmement élevé. Gérard Vuittepeau. Oui, c'est pas surprenant. Ouais. Bien que j'ai quitté la vie professionnelle depuis quelques années, les contacts que j'ai encore montrent bien que, effectivement, tous les professionnels de santé se sentent concernés, soit par l'une ou l'autre mesure, et qu'ils veulent gagner cette bataille de la Covid. Ça ne vous surprend pas non plus, Eve Guillaume, de ce résultat, j'imagine? Non, effectivement, nous, souvent les soignants, quand on fait des rappels sur les gestes barrières ou des formations, les principales questions qui se posent, c'est comment je fais au retour à domicile pour ne pas contaminer mes proches et pouvoir les protéger. On va regarder un petit peu plus dans le détail. Michael Galli, je vous ferai réagir juste après. Il y a 2 chiffres qui parlent et qui sont très évocateurs. Alors en effet, le premier, c'est qu'on observe une différence en fonction des populations et que si on a en fait les 3/4 des professionnels de santé qui se sentent concernés dans toutes les situations qu'on a citées, ils sont même 80% quand on parle des retraités professionnels de santé. Donc ça veut dire finalement que la responsabilité, elle ne s'arrête pas ni quand on passe la porte de chez soi, quand on est professionnel de santé, ni même quand on arrête d'exercer son métier. C'est une responsabilité qui dure tout au long de la vie. Michael Galli, vous voulez peut-être réagir là-dessus. Comment on explique que les retraités soient plus investis que les actifs? Alors premièrement, ce que l'on peut dire, c'est que les retraités professionnels de santé demeurent finalement des professionnels de santé tout au long de leur vie.
Et donc cette responsabilité, il exerce y compris à la retraite. Deuxième élément peut-être que l'on peut souligner, c'est que les personnes retraitées sont de manière générale très impliquées dans la vie collective, dans la vie de la société. Il suffit de regarder par exemple le taux de vote de cette population. Le troisième élément, c'est que les personnes âgées sont les personnes qui peuvent développer des formes graves de Covid. Et donc, il y a nécessairement probablement une très grande sensibilisation à cette pathologie. Et enfin, il ne faut pas oublier que les personnes âgées sont régulièrement sollicitées, chaque année en réalité, pour se vacciner contre la grippe. Donc, c'est des publics qui sont régulièrement sensibilisés aux campagnes vaccinales. Alors voilà, et en écho à ce chiffre des retraités, il y a le chiffre des étudiants. Alors, les étudiants en santé qu'on a interrogés, donc c'est principalement des étudiants en soins infirmiers. On voit qu'ils se sentent une moindre responsabilité quand il s'agit de recommander la vaccination, 62% d'entre eux. Alors c'est un chiffre dont on va discuter puis qui s'explique aussi par les réponses aux questions suivantes dont on parlera. Mais en tout cas, nous on interprète ça aussi comme une forme peut-être d'un manque de légitimité pour l'instant à recommander cette vaccination. Ève Guillaume, ça vous surprend ce chiffre ? Oui, moi j'étais surprise parce qu'encore dernièrement, j'ai des étudiants qui sont actuellement en stage à l'EHPAD qui sont venus nous demander si on avait des 6e doses possibles pour leurs parents ou leurs proches qui sont âgés. Donc ça témoignait quand même d'un investissement à vouloir essayer de faire vacciner les personnes fragiles de leur entourage. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les étudiants en EHPAD soient peut-être encore plus sensibilisés que les autres étudiants en médecine ? C'est probable que quand on a été en EHPAD pendant un épisode actif, on puisse être plus sensibilisé, mais ils ont quand même été pour la plupart mobilisés dans les hôpitaux pendant la première période Covid. Donc je pense qu'une grande partie d'entre eux quand même a été en contact avec cette phase épidémique. Michael Galli, comment vous pouvez argumenter finalement ce chiffre ? Est-ce que ça vous surprend ? Oui, c'est forcément un petit peu surprenant, mais il est probable que les jeunes générations, à l'inverse de ce que nous disions pour les personnes âgées, savent qu'elles risquent une forme de Covid, mais peut-être une forme moins grave de la maladie. Alors statistiquement, les jeunes générations ont raison, elles risquent des formes moins graves de la maladie, pour autant, elles peuvent la contracter. La deuxième réflexion que cela peut soulever, c'est peut-être également la pertinence ou le ciblage de nos campagnes de sensibilisation, y compris dans nos établissements. Et c'est peut-être un public qui a été un peu moins sensibilisé, un peu moins impacté par les différentes campagnes de communication qu'on a déployées dans nos établissements. La réaction, il y a 15 jours, enfin il y a 2 semaines, d'Alain Fischer, donc le monsieur stratégie vaccinale du gouvernement dans le JDD, qui disait « Il faut absolument tout faire pour convaincre les jeunes soignants qu'ils ne se sentent pas forcément en danger eux-mêmes, qu'ils se protègent et qu'ils protègent probablement leurs patients en se faisant vacciner ». Comment leur faire prendre conscience, monsieur Vuittepeau ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? D'abord par l'information, par l'explication, et ça doit venir de leur père, si je puis dire. C'est-à-dire du milieu professionnel. Comme vient de le dire Michael Galli, ils se sentent moins concernés. Mais ce qu'on peut observer aussi dans les équipes hospitalières, c'est qu'ils sont peut-être moins intégrés dans les équipes. Ils sont là comme étudiants, comme stagiaires, et donc ils sont moins au fait des explications scientifiques et donc de la conviction qu'il doit être partagé de se faire vacciner. On va revenir un peu plus tard justement sur ce levier hyper important dans la campagne de vaccination qu'est l'information et la communication et la formation. On y reviendra tout à l'heure. La question numéro 2 de notre sondage est la suivante. À ceux qui se sentent une responsabilité envers leurs proches dans la lutte contre la Covid, eh bien on a demandé, est-ce que cette situation vous pèse ? Et là, sans surprise, en fait. Ouais. En effet, on a une majorité, voire près des 2/3 des professionnels de santé, donc 62%, qui nous disent que cette situation leur pèse. Et c'est pas étonnant, en fait. Ça fait 1 an qu'on est dans cette situation, donc forcément, qui ne se sentirait pas concerné ? D'autant, Monsieur le Président, que c'est une tâche sans répit, sans relâche. C'est un métier qui ne s'arrête pas à la porte du travail, quoi. C'est ça. Il est difficile de rentrer, sous couvert d'une infirmière, de rentrer à la maison et puis de tout oublier. En général, les professionnels de santé vivent avec leur métier.
Et depuis un an, et plus particulièrement les 2 premiers mois de l'année dernière, ont été extrêmement éprouvants, à telle enseigne que, faute de personnel, certains sont allés travailler en étant contaminés. On a connu des cas. D'autres se sont isolés et sont restés à leur domicile pour ne pas contaminer leur famille, leurs enfants. Et donc, ça a été vraiment une épreuve très, très forte. Très forte. Ils en ont témoigné puisqu'on avait mis, le MNH avait mis un service d'écoute professionnelle à distance. Il y a eu plus de 10 000 appels de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes, d'agents, bref, pour exprimer leur désarroi, exprimer leur inquiétude, exprimer leur mal-être. C'est dire que la souffrance a été grande et, à contrario, leur engagement exemplaire. Parce que pendant toute cette période, et y compris encore maintenant, eh bien, ils sont sur le pont, comme on dit, et ils font face et ils soignent les patients qui sont admis à l'hôpital. Devoir d'exemplarité, sens accru aussi du devoir. Oui. Ève Guillaume, vous l'avez senti, vous, cette détresse au sein de vos équipes, puisque vous êtes directrice d'EHPAD, je le rappelle? Oui, bien sûr. Sur le premier confinement, quand le virus est rentré dans l'EHPAD, on a notre médecin coordonnateur qui a expliqué à tout le monde qu'on était tous responsables et que n'importe qui avait pu faire rentrer le virus dans l'EHPAD. Ça a été interprété par les équipes comme c'est nous, professionnels de santé, qui avons fait rentrer le virus. Et ça a été extrêmement difficile pour les équipes à vivre. Et de même, on a dû mettre en place des logements avec la ville pour les équipes qui ne souhaitaient pas rentrer à leur domicile avec le risque de contamination de leurs proches. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça pèse toujours, avec toujours cette menace que le virus revienne et que maintenant, on s'inscrit dans la durée. Avec ce risque de culpabilité, finalement. C'est ça que le médecin dont vous parliez a activé auprès des équipes en les mettant... Complètement. C'est assez régulièrement, on entend des témoignages de soignants qui disent « Mon conjoint a été contaminé, mes enfants ont été contaminés, c'est probablement moi qui l'aurais rapporté le virus ». Donc il y a un sentiment de culpabilité qui est très important. Michael Galli, comment vont vos équipes? Est-ce que vous sentez une détresse ou un épuisement psychologique chez elles? Il y a forcément une fatigue, une fatigue qui s'explique par le fait que l'épidémie dure depuis maintenant 1 an, que c'est une épidémie qui, comme cela a été indiqué dans un premier temps, était nécessairement inquiétante parce que c'était une maladie nouvelle. Deuxièmement, pour éviter de se contaminer ou de contaminer ses proches, il faut une vigilance permanente tout au long de la journée, être strictement dans le respect des gestes barrières, se laver régulièrement les mains, changer ses équipements de protection individuelle, donc une forme de vigilance, voire d'hypervigilance permanente. Ça dure depuis 1 an et on n'a pas réellement de date de fin. Donc nécessairement, il y a de la fatigue, il y a de l'inquiétude et de ce point de vue-là, les soignants sont, comme les autres acteurs de la population française, lassés de la durée de cette pandémie. D'autant que les dernières nouvelles ne sont pas extrêmement rassurantes. Donc le moral des troupes, oui, le moral des troupes est au plus bas. Il y a eu des démissions dans vos services. Il y a eu certaines régions où des infirmières ont démissionné. Est-ce que chez vous ça a été le cas? Je n'ai pas encore été concernée par des démissions, mais après on sait que c'est le cas dans de nombreux établissements. Monsieur Galli, vous avez été confronté à des démissions du personnel? Alors non, pas réellement des démissions. On est en plan blanc depuis plusieurs mois. On a plutôt une très grande mobilisation de nos équipes, une très grande fidélité de nos équipes au CHU de Strasbourg. En revanche, ce qui peut être compliqué, c'est lorsque nous avons besoin de renforcer nos équipes parce que nous avons des patients à accueillir dans nos lits. Là, on peut avoir du mal à effectuer des nouveaux recrutements ou des recrutements complémentaires. Les bras manquent, hein, c'est un message qui est fortement claironné en ce moment. Alors encore une fois, autour de cette question, les étudiants se démarquent puisque les professionnels de la santé ressentent ce sentiment de pression à 62%. Les étudiants sont majoritaires, sont plus nombreux. Oui, tout à fait. Eux, ils sont 70% en fait à ressentir ce sentiment que finalement, avoir une responsabilité envers leurs proches, cela leur pèse. Et même plus que les actifs, en fait, puisque les actifs ressentent le même sentiment à 65%. Alors, bon, c'est pas totalement surprenant dans le sens où c'est une situation qui est nouvelle pour tout le monde, mais là, ça marque, pour les étudiants, encore plus leur entrée dans ce cercle professionnel des professionnels de santé, finalement, et en même temps qu'une pandémie.
C'est un sacré bizutage quand même, Monsieur Vuittepeau, pour des étudiants. Exactement, oui, ils arrivent, ils sont démunis, ils sont en formation, donc ils ne savent pas forcément tout. Et donc c'est peut-être ce sentiment de responsabilité qui est accru chez eux. Voilà, on n'a pas de données très précises. Enfin, on pense que, étant en formation, ils se sentent moins à l'aise dans les équipes et donc voilà, ils sont plus craintifs. Vous vouliez réagir aussi là-dessus, sur le mal-être des étudiants en ce moment. Il faut dire que ces derniers mois, on a eu un discours quand même très culpabilisateur sur les étudiants. Le fait qu'on ait fermé les universités, alors même que les écoles rouvraient, mais que ces universités sont toujours fermées, les instituts de formation ne font pas forcément revenir non plus leurs étudiants. C'est extrêmement difficile pour les étudiants aujourd'hui à accueillir cela. Donc, je ne suis pas complètement étonnée par ce chiffre. À qui la faute, hein? Est-ce qu'il y a des solutions à mettre en œuvre pour que ces étudiants le vivent un peu mieux? Monsieur Galli, les solutions, vous les avez? Alors, il faut bien voir que pour nos étudiants, pour nos jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est la première fois finalement qu'ils sont confrontés à une situation sociétale de très grande ampleur. Les atteintes psychologiques sont explicables. Il faut bien voir que pour un certain nombre d'étudiants, ils viennent de quitter leur sphère familiale, ils se retrouvent dans des grandes villes, parfois dans des petits studios, avec des conditions d'études rendues compliquées par la fermeture des universités, l'apprentissage des cours à distance. Et donc c'est vrai que cette juxtaposition de l'isolement, du risque de décrochage scolaire, parfois majoré par des problématiques sociales, ça explique qu'on ait des étudiants qui ne se sentent pas très bien. À Strasbourg, on a un centre d'accueil médico-psychologique universitaire qui accueille régulièrement des étudiants en difficulté. C'est un partenariat entre le CHU, l'Université de Strasbourg et les associations, les fondations étudiantes. Quelques données chiffrées. En 2019, cette structure accueillait à peu près 1200 étudiants. En 2020, l'augmentation de la fréquentation a été de 15%. En 2021, les premiers chiffres que nous avons sur les 3 premiers mois de l'année nous laissent penser que la demande va doubler, plus 100%. Ce que me disent les professionnels, c'est qu'ils retrouvent des symptômes anxieux chez 27% des étudiants qui consultent cette structure, alors qu'en temps normal, avant la pandémie, ce chiffre n'était pas de 27%, mais de 9%. Donc on voit bien que cette épidémie qui dure, les conditions particulières, encore une fois, sociales, de déroulement de ces études, font qu'aujourd'hui, il y a un impact psychologique significatif dans nos jeunes générations. Merci, Monsieur Gallier. Évidemment, les étudiants de santé sont mal, mais les autres étudiants français aussi. Il y a vraiment une sonnette d'alarme qui a été déclenchée ces derniers jours quant à leur état psychologique. Est-ce que les aînés ont le temps en ce moment de s'attarder justement sur l'état de leurs étudiants, de leurs internes? Oui. Vous parlez des aînés d'une façon générale ou les aînés hospitaliers? Les aînés hospitaliers. Les aînés hospitaliers, parce que oui, bien pour évidemment, eux, c'est compliqué en ce moment. Comme disait Michael Galli tout à l'heure, c'est vrai que les retraités, quand on est retraité, on reste professionnel. On est davantage sensibilisé à ces questions parce qu'on les a connues, parce qu'elles sont encore présentes. Donc l'accompagnement dans le sens positif du terme, c'est-à-dire l'explication, voire le réconfort, parfois l'écoute, c'est important. Oui, les retraités restent encore actifs, si je puis dire, restent encore actifs pour aider les jeunes générations. Alors on va voir avec la question 3 que ce sentiment de mal-être chez les étudiants est corrélé à l'information, très largement. Question numéro 3, sur le sentiment d'information par rapport au vaccin cette fois. Avez-vous le sentiment d'être bien ou mal informé? C'est à vous. On a 59% des professionnels de santé qui nous disent se sentir bien informés par rapport au vaccin contre le Covid. C'est finalement pas beaucoup plus que les Français, puisque les Français, ils se sentent bien informés à 54%. Et donc ça rejoint ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que finalement les professionnels de santé, ils sont au même niveau
ou quasiment, que les Français, notamment dans l'information par rapport au virus et par rapport au vaccin. Et c'est là justement que toute leur responsabilité peut leur peser, parce qu'ils sont censés rassurer, inciter à se faire vacciner en étant eux-mêmes parfois dans le doute. C'est difficile comme situation, Monsieur le Président. Je ne sais pas, pour côtoyer encore des médecins en activité, j'en ai rencontré plusieurs, c'est pas trop le scepticisme, c'est le fait que, vous savez, un médecin, c'est un scientifique, étant précisé que la médecine n'est pas une science exacte, mais il se réfère à des études, à la littérature, comme ils disent. Il faut reconnaître que la littérature là, a peu de recul sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas dans le scepticisme, mais ils sont dans l'attente de publication de résultats nouveaux, en sachant qu'aujourd'hui, face à cette situation, je n'en ai rencontré aucun qui m'ait dit non, il ne faut pas se faire vacciner. Bien au contraire, l'acte aujourd'hui de vaccination apparaît comme le mieux adapté. On va en parler justement de cet acte de vaccination, pourquoi on y va et pourquoi au contraire on a quelques hésitations. Ève Guillaume, ces résultats vous paraissent-ils surprenants ? 59% des personnels hospitaliers se sentent bien informés. Ça peut que nous surprendre forcément, mais j'ai l'habitude de dire que les professionnels de santé sont aussi avant tout des citoyens comme les autres, qui regardent les médias et qui ont accès aux réseaux sociaux comme n'importe qui. Et nous, lorsque notre médecin a fait des réunions d'information auprès des professionnels de santé, on a eu droit aux discours et aux questions sur les rumeurs qui circulent, comme se pose la population française générale. Donc aujourd'hui, il y a la question qui se pose de comment on les informe correctement et comment on leur donne les moyens de s'informer. Michael Galli, ça veut dire qu'on est un peu tous dans le même bateau, finalement, dans cette pandémie ? Oui, je suis un petit peu surpris par le résultat. Et je dirais que probablement, il faut le nuancer, ou en tout cas, il faut le compléter. L'adhésion vaccinale des médecins, des infirmiers, en particulier des services de première ligne, c'est-à-dire les services de réanimation ou les services qui accueillent des patients porteurs de la Covid, la médecine infectieuse, la pneumologie, ont des taux d'adhésion vaccinale plutôt très élevés. De manière globale, les médecins et les infirmiers participent activement à la campagne vaccinale. En revanche, d'autres catégories professionnelles de l'hôpital, un peu moins. Cela donc peut aussi suggérer que, en interne, dans nos établissements, les campagnes d'information, de sensibilisation doivent peut-être aussi être pensées un petit peu différemment pour toucher des publics un peu moins sensibles à la vaccination. On sait que c'est le vaccin qui nous permettra globalement, collectivement, de sortir de cette pandémie. Et moi, je constate quand même une évolution en ce moment très marquée, une adhésion vaccinale très marquée. Par exemple, au moment où je vous parle, il y a à peu près 50% des professionnels du CHU de Strasbourg qui ont eu leur première dose de vaccin. Nous venons d'ouvrir des créneaux pour les 2 prochaines semaines, et sur les 2 prochaines semaines, les 2000 rendez-vous que nous venons d'ouvrir sont quasiment tous pris d'assaut, ce qui me laisse penser qu'à la fin de la semaine prochaine, notre taux de vaccination des professionnels du CHU de Strasbourg aura globalement atteint les 70%. Donc je pense que sensibilisation après sensibilisation, il y a une véritable progression de l'adhésion vaccinale des soignants, bien sûr, mais des hospitaliers en général. Pour rebondir à ce que vous disiez précédemment, en effet, il y a une grosse différence d'information entre les professionnels de la santé. Vous avez des chiffres très éloquents à ce sujet. Oui, tout à fait. En fait, là, on parle des professionnels de santé, mais ce n'est pas une population homogène. Et peut-être 2 chiffres pour l'illustrer. On a 73% des décideurs qui nous disent se sentir bien informés par rapport au vaccin, mais c'est seulement 32% des étudiants en santé qui se disent bien informés. Donc en effet, il y a un écart entre les différentes populations des professionnels de santé. Finalement, il y a comme une fracture sociale qui fait que l'information n'arrive pas à circuler correctement. Ça vous met en colère, ça déclenche quoi chez vous, Ève Guillaume ? C'est pas nouveau parce que c'est les mêmes constats qu'on fait sur chaque campagne de vaccination contre la grippe. Les médecins et les infirmiers sont souvent la population qui se vaccine le plus, les aides-soignants et les ASH beaucoup moins.
Et après, on a la difficulté avec les étudiants en santé de pouvoir les toucher dans nos établissements de santé si l'information n'a pas déjà été faite dans leurs instituts de formation ou à l'université. Monsieur le Président ? Oui, enfin, je suis surpris quand même parce qu'il y a une grosse différence. Ça montre bien qu'il y a des efforts à faire en matière de communication et de formation et de sensibilisation. Je pense que les étudiants en santé ne sont pas plus mauvais que d'autres, qui sont en capacité de comprendre. Aux plus anciens, aux médecins, aux personnes qui sont plus à même d'être confrontées directement à la maladie, à les sensibiliser, à les informer, les sensibiliser, les convaincre. Est-ce qu'ils se sentent peut-être un peu plus désarmés aussi ? Peut-être que la réponse va dans ce sens. Ils se sentent peut-être un peu plus désarmés face à l'inconnu, face aux doutes et face aux incertitudes que leurs aînés plus chevronnés. Peut-être, oui. Alors peut-être. en effet, c'est vrai que nous, on a des chiffres qui pourraient conforter cette hypothèse, puisque en fait, on se rend compte que les plus jeunes se sentent de toute manière moins informés qu'on parle de professionnels de santé ou des Français. Mais c'est vrai que les étudiants en santé se sentent particulièrement mal informés. Si on le compare à la tranche d'âge des 18-24 ans auprès des Français, ils se sentent quand même bien informés à 49%. Donc en fait, si on interprète ce chiffre vraiment très faible auprès des étudiants en santé, c'est peut-être aussi qu'ils ont une attente très forte d'informations, plus forte que évidemment les étudiants de manière générale ou les jeunes Français. Et c'est cette attente forte en fait qui montre ce chiffre si bas finalement. Alors sur l'intention justement de se faire vacciner, quand ce sera possible, les professionnels hospitaliers, vous le disiez Monsieur Galli, sont très majoritairement favorables au vaccin. Flora, le chiffre parle de lui-même aussi. Voilà, alors le chiffre qu'on a, c'est que 82% des professionnels de santé sont favorables au vaccin. La manière dont on a construit la question, c'est qu'on a additionné à la fois ceux qui ont déjà été vaccinés et ceux qui nous disent qu'ils ont l'intention de se faire vacciner dès que ce sera possible pour eux. Donc on a un taux de favorabilité qui est très élevé, qui est même plus élevé que les Français, puisque les Français, le taux de favorabilité actuel est de 65%. Donc finalement, ce chiffre et cet écart, ça bat en brèche un peu tout ce qu'on a pu entendre précédemment sur des professionnels de santé qui auraient été réfractaires au vaccin. Bon, ben, notre chiffre montre que ça n'est pas le cas. C'est vrai qu'on part de loin. Les sondages d'avant la campagne de vaccination étaient très inquiétants, même de la part des professionnels de santé. Oui. Bon, il y avait beaucoup de scepticisme, pour ne pas dire incrédulité, parce qu'arriver si vite, au bout de 6-8 mois de crise, trouver la solution vaccinale, certains n'y ont pas cru. Vous ajoutez à cela le fait que parmi les personnels hospitaliers, tout au moins les plus anciens, on parle encore des effets secondaires de l'hépatite B. Donc là, il y a une seconde incertitude. Ensuite, contrarié par des études scientifiques qui ont montré que les effets secondaires n'étaient pas si importants que ça, enfin que le bénéfice-risque était nettement en faveur du bénéfice. Et donc, à partir de là, il y a eu une autre forte sensibilisation et une très forte adhésion, y compris chez les retraités. Moi, je sais que dans mon ancien établissement, on m'a prévenu en me disant « t'as gardé une dose et je n'ai vu, au contraire, les médecins ont montré l'exemple. Et donc, même les retraités de cet établissement ont été contactés pour qu'on puisse les vacciner, quoi. Guillaume, ça s'est amélioré aussi dans les EHPAD. La situation était assez inquiétante. Par rapport aux résidents, ils ont mis beaucoup de temps, les agents au sein des EHPAD, à se faire vacciner. Il a fallu faire un gros travail d'information et effectivement, on a observé une montée en charge de la volonté à se faire vacciner au cours des dernières semaines. Nous, on est à un peu plus de 65% de nos agents qui sont vaccinés. Par contre, pour ça, il faut des moyens de communication en interne et il faut des médecins qui soient présents. Et ça, c'est notre grande difficulté dans les EHPAD. Parce que l'information a beau venir des directeurs et des cadres de santé, si un médecin n'est pas là pour valider les preuves scientifiques, l'acceptation n'est pas la même. Alors justement, sur les raisons qui expliquent le refus de se faire vacciner, pourquoi les professionnels hospitaliers hésitent par moment ? Vous avez les chiffres et les causes aussi. Oui, alors tout à fait. Alors la première raison du refus de la vaccination pour ceux qui refusent, et on a vu qu'il n'était pas majoritaire, c'est le fait que le vaccin, en fait, ils considèrent que le vaccin a été conçu trop rapidement, avec trop peu de recul.
Et cette raison, en fait, elle est partagée par l'ensemble des Français. C'est aussi la première raison auprès des Français. Donc, quand je disais on est tous dans le même bateau, voilà, on revient sur ces chiffres-là qui sont les mêmes que chez les Français. Et puis en mineur, en deuxième place et en troisième, on a aussi le fait qu'il y ait des craintes par rapport aux effets secondaires et puis aussi des craintes par rapport à l'efficacité, alors que ce soit en termes de niveau de protection ou en termes de durée de protection. Voilà, ça c'est les trois craintes des professionnels de santé. Michaël Galli, ces craintes, elles vous paraissent justifiées ? Écoutez, le fait un peu plus d'un an après le début de la pandémie, nous disposons finalement de plusieurs vaccins, 3 en ce moment, un 4e qui est attendu, c'est une prouesse technique, technologique, de production sans précédent. On n'avait jamais, dans l'histoire de l'humanité, produit un vaccin aussi rapidement après le début d'une épidémie. Et donc, il y a probablement eu cet effet de surprise. Le deuxième élément, on y a beaucoup insisté, c'est le colloque singulier entre le médecin et son patient. Et c'est vrai que l'adhésion massive des médecins à la vaccination est en train d'irriguer l'ensemble de nos concitoyens et l'ensemble des professionnels hospitaliers. Et voilà pourquoi aujourd'hui, la situation est vraiment très différente au constat que nous pouvions faire au mois de janvier. Nous sommes actuellement dans une phase où la demande de vaccination des professionnels est en augmentation rapide et constante. Il faut maintenant que ça suive du côté des doses de vaccins. Une réaction peut-être sur ce sujet ? Ça va. Je souris parce que vous avez raison. Maintenant, voilà. Question 6. Alors au contraire, qu'est-ce qui motive les professionnels de santé à aller se faire vacciner ? Vous avez raison. L'enthousiasme là, des médecins pour aller se faire vacciner génère d'autres enthousiasmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Flora Baumelin ? En fait, la première raison qui incite les professionnels de santé à se vacciner, c'est le fait de penser que en fait, la vaccination elle est incontournable pour sortir de l'épidémie. Et encore une fois, cette raison, elle est partagée aussi par les Français. C'est vraiment la raison numéro 1 qui motive à la vaccination. Après, on a des différences en fonction des différentes populations. On voit que plus les personnes sont âgées, plus elles ont tendance à aussi évoquer le fait de se protéger elles-mêmes. Et à l'inverse, plus on est jeune, et ça vaut pour les Français et aussi pour les professionnels de santé, on va avoir tendance à vouloir protéger les autres. Et c'est d'ailleurs même la raison numéro 1 en fait, qui motive les étudiants en santé à se faire vacciner. À 70%, ils nous disent « je souhaite protéger les autres du Covid-19 ». Donc finalement, si on analyse tous ces chiffres, les étudiants sont, bien que mal informés, très altruistes et très conscients qu'ils peuvent être courroies de transmission. On a souvent dit que les étudiants avaient un comportement un peu individualiste, et c'est un peu ce qu'on leur a dit sur le fait qu'ils étaient vecteurs. Et finalement, on se rend compte que ce sont aussi eux qui se sont engagés pour venir en soutien dans les hôpitaux quand il y a eu besoin, et c'est eux aujourd'hui aussi qui ont cette motivation de se faire vacciner pour protéger les autres. Donc c'est plutôt positif. C'est vrai, Michaël Galli, qu'aujourd'hui, pour la majorité des personnels hospitaliers, mais également des Français, le vaccin semble incontournable si on veut retrouver une vie normale. Exactement. On voit bien qu'on est dans une forme de troisième vague. Malheureusement, au moment où on se parle, les chiffres de contamination par la Covid-19 sont inquiétants, les données d'hospitalisation le sont tout autant. Et donc, pour sortir collectivement de cette pandémie, seule la vaccination massive de la population est une réponse pour retrouver nos idéaux de vie collective. Et donc, il ne faut pas hésiter et il faut qu'on puisse utiliser toutes les doses de vaccins au fur et à mesure qu'elles nous sont délivrées. Finalement, Monsieur le Président, on a l'impression qu'il n'y a même plus de débat sur la vaccination. C'est un débat d'il y a quelques mois. En milieu hospitalier, non, parce qu'effectivement, maintenant, on attend les doses. Toutes les forces sont mobilisées, y compris chez les retraités. Je connais bon nombre de médecins retraités qui se sont portés volontaires pour participer à cette campagne. Et comme dit Michaël, au plus on ira vite, au mieux ça sera. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Un dernier chiffre avec vous, Flora, qui revient sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur le côté très précieux de l'information quant à l'élan vers la vaccination.
Absolument. En fait, on se rend compte que le levier vraiment qui joue sur l'intention de se faire vacciner, c'est à quel point on se sent bien informé ou pas. Un exemple sur les professionnels de santé, ceux qui se disent bien informés, ils sont 91% à vouloir se faire vacciner. Ceux qui se sentent mal informés, ils sont 70%. On a un écart de 20 points, plus de 20 points. Chez les Français, c'est même un écart de 30 points. Donc c'est vraiment vous dire l'ampleur du levier. Plus on se sent informé, plus on va avoir l'intention de se faire vacciner. On se rend compte à quel point l'information et la communication sont donc fondamentales en ce moment. Merci Flora Baumelin de nous avoir prêté votre œil de sondeuse et d'avoir permis cet éclairage sur le rapport des professionnels de la santé à la pandémie et aux vaccins notamment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et justement, la vaccination, c'est le sujet ô combien brûlant qu'on va aborder dans cette seconde partie de l'émission. La situation est en effet aujourd'hui très préoccupante. On l'a évoqué, beaucoup de parallèles sont faits dans de nombreuses régions entre la troisième vague que nous traversons actuellement et la première, 19 départements confinés. Il y a urgence à vacciner matin, midi et soir, comme l'a dit Emmanuel Macron. Des vaccinodromes doivent être déployés par l'armée et les pompiers, 35 sur le territoire, avec un objectif, 30 millions de personnes vaccinées d'ici à l'été. On en est aujourd'hui à presque 8 millions, dont 2,6 qui ont reçu 2 doses. Toutes les forces sont désormais mobilisées, pas seulement les hôpitaux, mais aussi la médecine de ville et de campagne, puisque les infirmières et infirmiers libéraux ont le droit de vacciner depuis ce week-end. Il était temps, non ? Je me tourne vers vous, Mickaël Galli. Oui, c'est bien, nous pouvons rentrer dans une nouvelle phase de notre campagne de vaccination qui est celle de la mobilisation de l'ensemble des moyens pour augmenter significativement le nombre de nos concitoyens vaccinés. Il ne faut pas oublier malgré tout que cette campagne peut aujourd'hui s'élargir parce que nous avons des perspectives d'approvisionnement en vaccins qui sont croissantes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au mois de janvier, nous avons vacciné avec le vaccin Pfizer et que ce vaccin suppose une conservation dans des supercongélateurs conservés à moins 80 degrés et que la France est équipée d'une centaine de ces supercongélateurs dans un certain nombre d'établissements hospitaliers dits support ou de référence. Et donc, il faut bien voir que pour avoir un déploiement massif de la campagne de vaccination, les conditions logistiques sont importantes. Elles ne l'étaient nécessairement pas au mois de janvier uniquement avec le Pfizer. Désormais, avec davantage de doses et davantage de vaccins, nous pouvons donc avoir cette stratégie d'élargissement de la campagne de vaccination. Et stratégie de complémentarité aussi, Monsieur le Président. J'imagine que vous vous réjouissez que l'hôpital et la médecine de ville jouent désormais main dans la main. Absolument. Les établissements privés y participent aussi. Bref, maintenant, c'est les moyens qui sont mobilisés. Et bien évidemment, à condition qu'on ait les vaccins, ce qui semble être le cas aujourd'hui. Ève Guillaume, en tant qu'ancienne infirmière, vous aussi, vous êtes heureuse, j'imagine, qu'elle fasse partie des forces vives, enrôlées en temps de guerre. C'est ce qu'on fait, on appelle toutes les forces mobilisables à monter au front. Tout à fait, mais c'est surtout que les infirmières libérales ont l'avantage de se rendre au domicile des patients et qu'aujourd'hui, on a besoin aussi d'aller vers chaque Français pour pouvoir faire la vaccination et pas seulement en centralisant dans les centres de vaccination et les hôpitaux. Donc aujourd'hui, ça va nous permettre cette force de frappe aussi. Exactement, cette force de frappe. On va écouter justement à ce propos 2 autres infirmières qui sont bien heureuses d'avoir été enrôlées. Et ce qui nous permettra de participer activement à la vaccination quand il faudra que tout le monde s'y mette. Et puis surtout, qui nous permettra, en fonction des vaccins qui seront disponibles, et notamment le Johnson & Johnson, qui nous permettra de vacciner nos patients à domicile qui ne peuvent pas se déplacer. Donc il faudrait qu'on puisse quand même apporter chez ces personnes qui sont très dépendantes le vaccin jusque chez eux. Les infirmières ont un rôle majeur à tenir dans la vaccination. Nous sommes un pays qui est sensible à la vaccination. On sait que le facteur clé, c'est la confiance. On connaît la confiance qui est exprimée à travers tant de sondages, tant d'enquêtes pour les infirmières. Donc on sait que les infirmières ont un rôle majeur, d'abord parce qu'elles sont formées
et qu'il ne faut pas nier la formation. Vacciner, c'est pas je plante une aiguille dans le bras du patient. Faut arrêter de banaliser le geste. C'est bien sûr avoir une habileté gestuelle, mais c'est aussi connaître, c'est savoir écouter, savoir répondre aux interrogations des patients, c'est connaître le vaccin, tout ce qui est au niveau pharmacologique. Plus il y aura d'effecteurs, mais d'effecteurs formés, plus notre chance de sortir de cette crise sera forte. Monsieur le Président, c'est vrai que les infirmières ont un lien très privilégié avec les Français, la confiance. Vous avez vous-même fait enfin pas vous-même en personne, mais en tout cas, il y a eu un sondage pour la MNH en octobre dernier. 96% des sondés disent accorder leur confiance aux infirmières et infirmières devant le personnel hospitalier et devant les médecins. Oui. Donc elles sont très importantes aujourd'hui dans le paysage de la vaccination. Exactement, et c'est une bonne chose que les libérales, de même que toutes les infirmières qui sont dans les centres de santé, dans les centres de soins infirmiers, puissent participer à cette campagne, parce qu'effectivement, il y a un lien de confiance avec les Français qui est fort et qui, justement, va permettre de véritablement de déployer cette vaccination. Médecins de ville et de campagne et pharmaciens sont également autorisés à vacciner depuis mi-mars. Eux, on va écouter leur réaction. Le gros bénéfice, c'est aussi que ça va permettre de vacciner des publics qui sont distants du système hospitalier. Alors, soit distants géographiquement, dans des endroits où il y a des petites structures hospitalières avec des bassins de population peu denses, donc avec une distance géographique. Et puis, distants socialement, donc des gens qui, de toute façon, ne font pas forcément confiance à l'hôpital pour s'occuper de leur santé. Il faut un arsenal vaccinal qui est variable, donc il faut des vaccinodromes, mais il faut aussi de la vaccination hors les murs, donc avec des vaccinateurs qui se déplacent auprès de la population à vacciner, et puis de la vaccination à proximité, donc ça c'est pratique avec les cabinets d'infirmiers libéraux, de médecins généralistes, de la pharmacie. L'impact sera obligatoirement positif. Toutes les forces qui ont des compétences pour vacciner sont les bienvenues. Il y a besoin sur le terrain, les pharmaciens, on a montré quand même notre capacité à savoir réagir à une problématique comme ça de santé publique avec la grippe par rapport à la vaccination qui s'est quand même très bien déroulée. Donc je pense que maintenant il fallait utiliser justement cette confiance qu'on a dans les patients pour la vaccination, utiliser aussi les compétences du coup qu'on nous a apprises et le mettre tout de suite rapidement au service du patient. Je pense que tout le monde comprendra l'intérêt qu'il y a de faire participer plusieurs professionnels. Moi, je suis très content aussi que les infirmiers ils vaccinent. Je suis content que les sages-femmes vaccinent. Le patient, c'est quelqu'un avec qui on a l'habitude de dialoguer. On a l'habitude de créer du lien. On le voit bien. Enfin, je veux dire, nous très vite, les patients nous ont demandé qu'est-ce que vous pensez de l'AstraZeneca, qu'est-ce que vous pensez du Pfizer. C'est une nouvelle technologie, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Qu'est-ce que vous connaissez? Plus que jamais, il va falloir qu'on soit pédagogue au comptoir, nous, dans nos officines et dans les cabinets médicaux, etc. Il faudra qu'on arrive à expliquer les choses. Et je pense qu'il faudra répondre présent sur le domaine, aussi bien sur le geste vaccinal que sur la pédagogie pré-vaccinale, on va dire, des patients. Il faudra répondre présent sur ce sujet. L'information qui revient là, donc au centre de cette campagne de vaccination. Michaël Galli, je vous interpelle une dernière fois avant de vous laisser repartir à vos autres tâches, parce que je sais que vous êtes débordé. Complémentarité, confiance et proximité, ce sont quand même des notions fondamentales et j'imagine encore plus dans cette situation où on est en perte de repère totale. Cette stratégie de vaccination ne sera efficace que si elle mobilise l'ensemble des acteurs de santé. Ces reportages le démontrent très bien. Les hôpitaux publics sont mobilisés, les établissements de santé privés sont mobilisés. Il n'y a pas de problématique particulière de statut ou de concurrence, mais la seule mobilisation des établissements n'est pas suffisante. Il faut donc s'appuyer sur tous les professionnels de santé qui, au quotidien, maillent nos territoires. Les pharmaciens, les médecins de ville, les infirmières libérales, et c'est ensemble, de manière coordonnée, que nous pourrons relever le défi d'une vaccination de masse d'ici l'été. Merci beaucoup, Michaël Galli. Je vous laisse aller travailler. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir consacré du temps.
un dernier mot avant de nous quitter sur cette proximité, cette confiance qui est indispensable et sans doute aujourd'hui l'un des piliers d'aller mieux, pour aller mieux demain et pour faire en sorte de reprendre une vie normale. Je pense qu'il ne faut pas désarmer, bien au contraire, le train est lancé, la mobilisation des professionnels aujourd'hui est acquise, là maintenant il faut convaincre les Français, je pense que c'est en bonne voie et que nous arriverons à atteindre cette immunité collective qui est tant attendue. Tant attendue. F. Guillaume ? Oui, je pense qu'on a besoin de la mobilisation de l'ensemble du système de santé pour pouvoir parvenir à cet objectif de vacciner tout le monde d'ici cet été, en espérant qu'on puisse aller vers des jours meilleurs. Oui, on en a tous besoin, vous en avez tous besoin. Merci à tous les deux. Merci également à Flora Baumelin de l'IFOP d'avoir animé avec nous ce premier numéro de l'émission MNH Mag. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Eventime pour la technique. Et nous vous donnons rendez-vous au mois de juin pour une seconde émission. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonne journée.